Israël prend des mesures historiques pour assurer l'avenir dans la tourmente qui règne en Syrie après la chute du régime d'Assad. Des dizaines d'avions militaires, d'hélicoptères, d'installations de stockage de missiles balistiques, d'usines de production d'armes chimiques et d'autres cibles stratégiques ont été détruits par l'armée de l'air israélienne au cours des dernières 48 heures. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations de l'histoire de l'armée de l'air israélienne et elle n'est pas encore terminée. Le but de l'opération est de détruire les moyens militaires stratégiques que l'armée de Bachar el-Assad a récemment abandonnés en Syrie, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains des factions rebelles djihadistes qui ont pris le contrôle du pays et qui menacent déjà de marcher sur Jérusalem. En outre, Tsahal frappe également les routes de contrebande connues que l'Iran a utilisées pour envoyer des armes et des munitions au Hezbollah, ainsi que d'autres actifs iraniens en Syrie. Entre-temps, les forces terrestres de Tsahal ont pris le contrôle des hauteurs stratégiques du mont Hermon et de la zone tampon à l'intérieur du territoire syrien afin d'empêcher leur occupation par des forces potentiellement hostiles. Il semblerait que les forces iraniennes se démènent pour sauver tout ce qu'elles peuvent de l'épave de leurs opérations syriennes en déplaçant des ressources au Liban ou en Irak aussi rapidement que possible et en fermant le pipeline d'approvisionnement du Hezbollah, jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer ce qu'il faut faire ensuite. En ce qui concerne le Liban, des rapports indiquent que de hauts responsables du régime Assad se cachent à Beyrouth sous la protection du Hezbollah, ce qui vient s'ajouter à la liste des raisons pour lesquelles les rebelles pourraient bientôt se rendre au Liban pour régler leurs vieux comptes avec le Hezbollah. Avec la chute du régime Assad en toile de fond, l'axe du mal dirigé par l'Iran se désintègre, laissant tout le monde s'interroger sur la suite des événements. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, Tsahal continue de détruire les infrastructures du Hamas et d'empêcher l'organisation terroriste de consolider son pouvoir. Entre-temps, des documents de renseignement découverts par Tsahal prouvent qu'au moins 24 employés de l'UNRWA étaient membres du Hamas ou des organisations terroristes du djihad islamique palestinien et des rapports font état de progrès dans les négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu. Loin au sud d'Israël, les factions Houthis qui gouvernent le Yémen tiennent à rappeler à tout le monde qu'elles sont toujours là en continuant à lancer des missiles et des drones sur Israël et en implorant presque une réponse israélienne vigoureuse. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 429e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Syrie et en Irak. Tous opèrent sous les directives de l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, afin que vous puissiez rester au courant de la vérité sur ce qui se passe en Israël, ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Des sources de sécurité en Syrie ont déclaré à l'agence de presse Reuters qu'Israël avait attaqué plusieurs bases de l'armée de l'air à travers la Syrie, détruisant des dizaines d'hélicoptères et d'avions, ainsi que les infrastructures de maintenance et les entrepôts de pièces détachées nécessaires pour les maintenir en vol. Les frappes ont également visé un centre lié à la production d'armes chimiques dans la région de Barzar, ainsi que l'aéroport de Damas, longtemps utilisé par l'Iran comme plaque tournante pour le trafic d'armes, de stupéfiants et d'autres produits de contrebande dans toute la région. Les frappes sur d'autres ressources stratégiques que le régime Assad avait stockées dans des bases militaires partout en Syrie, y compris des navires et des bateaux de la marine syrienne, se sont également poursuivis jusqu'aux heures matinales de mardi. Des chars, des pièces d'artillerie, des munitions, des stocks d'armes, des missiles balistiques et des roquettes, y compris des missiles anti-chars, des radars de défense aérienne et des intercepteurs, et bien d'autres choses encore ont été détruits. Selon les médias, l'armée de l'air israélienne a effectué plus de 300 frappes de ce type depuis dimanche matin. Et Tsahal estime qu'il lui faudra encore plusieurs jours pour achever sa tâche. Rappelons qu'Israël dispose de renseignements précis sur tout ce qui se passe en Syrie. L'armée israélienne sait exactement où le régime Assad
conserve toutes ses armes les plus dangereuses, et l'armée de l'air s'est entraînée pendant des années à frapper ses cibles de manière spécifique. Aujourd'hui, le ciel syrien est dégagé parce que l'armée de l'air et les unités de défense aérienne du régime Assad ont disparu. L'objectif est d'empêcher les forces potentiellement hostiles, y compris les éléments djihadistes, ainsi que les factions rebelles syriennes victorieuses, d'accéder à toutes ces armes afin qu'elles ne puissent pas constituer une menace pour Israël, les citoyens d'Israël et l'État d'Israël ou toute autre personne à l'avenir. L'armée américaine profite également du ciel dégagé au-dessus de la Syrie et du fait que les forces russes ont évacué la région pour lancer au moins 75 frappes sur les bases d'ISIS dans les régions orientales du pays au cours des dernières 48 heures. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a déclaré au Conseil de sécurité qu'Israël avait pris des mesures limitées et temporaires dans la zone démilitarisée à la frontière syrienne afin de faire face aux menaces qui pèsent sur les résidents du plateau du Golan. Au cours de son intervention, il a déclaré qu'il était important de souligner qu'Israël n'interférait pas dans le conflit en cours entre les groupes armés en Syrie. Nos actions sont uniquement axées sur la protection de notre sécurité. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a demandé aux forces terrestres de Tsahal d'étendre leurs activités opérationnelles à la frontière syrienne suite à la sécurisation des hauteurs stratégiques du Hermon syrien. Selon les instructions, Tsahal doit achever la prise de contrôle de la zone tampon en Syrie et des points stratégiques de la région. Dans le cadre des nouvelles directives, l'armée s'efforcera de créer une ceinture de sécurité au-delà de la zone tampon, tout en établissant des contacts avec la population locale, y compris la communauté druze, afin de prévenir les menaces stratégiques contre Israël dans cette région. En outre, l'armée de défense israélienne a reçu pour instruction d'empêcher la réouverture des voies de contrebande d'armes entre l'Iran et le Liban à travers le territoire syrien. Les événements dramatiques de ces derniers jours constituent une défaite stratégique massive pour l'Iran, qui a perdu le contrôle d'un point d'ancrage central dans sa stratégie régionale à long terme. Et les choses pourraient encore empirer pour eux. En effet, les factions rebelles qui ont renversé le régime d'Assad ont un vieux compte à régler avec un autre pilier de la stratégie iranienne, le Hezbollah. L'année de l'organisation terroriste au Liban, le Hezbollah est venu à la rescousse du régime Assad, s'engageant dans certaines des batailles les plus intenses de la guerre civile syrienne et commettant de multiples atrocités à l'encontre de la population sunnite. Les groupes djihadistes sunnites ont juré de régler leur compte avec le Hezbollah après en avoir fini avec Assad. Et bien qu'il leur ait fallu plus de temps que prévu, le jour de ce règlement de compte est peut-être arrivé. En tout état de cause, la Syrie, qui a servi pendant des années de plaque tournante logistique et politique au Hezbollah, au Hamas et à d'autres mandataires iraniens, n'est plus à la disposition de Téhéran pour l'utiliser de la sorte, et l'Iran se retrouve aujourd'hui face à un axe qui s'effrite et à un affaiblissement significatif de ses alliés. Dans le même temps, Israël surfe sur une vague de succès stratégiques. Ses opérations militaires, telles que la destruction des réseaux du Hezbollah et la neutralisation ciblée des dirigeants du Hamas, révèlent ses capacités et renforcent son statut de force dominante dans cette région du Moyen-Orient. Avec la chute du régime Assad, Israël reste en alerte à ses frontières, indiquant clairement que toute nouvelle menace sera contrée par une force écrasante. Le Moyen-Orient change sous nos yeux et Israël est en position de force face à des ennemis fragmentés et vaincus. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements de la guerre en Syrie et de la façon dont elle affecte Israël. Si vous souhaitez nous soutenir tout au long de l'année entre nos reportages vidéo et nos émissions avec Florence Ta et Saïdou Djibou, vous pouvez visiter notre site web tbnfr.org et cliquer sur notre campagne de dons, votre soutien, notre mission. En cette fin d'année, nous avons vraiment besoin de votre aide, car je vous le rappelle, TBNFR n'existe que grâce à vous. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Un mot d'explication s'impose au sujet des opérations terrestres menées par les forces de défense israéliennes en Syrie ces derniers jours. Comme l'ont expliqué des responsables israéliens, ces incursions terrestres sont censées être temporaires et ne visent qu'à s'assurer qu'aucune force hostile ne s'approche de la frontière israélienne.
En particulier, il est d'une importance vitale que Tsahal établisse des positions de sécurité sur les hauteurs stratégiques du mont Hermon, car quiconque contrôle physiquement le mont Hermon peut dominer toute la région de Galilée, qui est la partie septentrionale d'Israël. Tout comme les frappes de l'armée de l'air sur les actifs stratégiques du régime Assad, les opérations terrestres de Tsahal pour prendre le contrôle du mont Hermon sont le résultat d'années de planification d'urgence avec des procédures précises et une connaissance détaillée de ce qu'il faut faire. Tout d'abord, nous sommes en décembre et cette région est couverte de neige et de températures glaciales. Tsahal disposait donc de stocks de vêtements et d'équipements d'hiver prêts à être distribués aux soldats qui allaient effectuer cette mission. Des véhicules pour le froid et du carburant étaient également en place, et lorsque les forces du régime Assad ont été observées en train d'abandonner ces positions, Tsahal était prêt à intervenir et à en prendre le contrôle afin qu'aucune force hostile ne puisse le faire. Peu après leur départ, les forces terrestres ont atteint leur objectif et un message radio simple mais profond a été envoyé par le commandant de la force, disant que l'avant-poste était entre nos mains. Par cette simple déclaration, un nouveau chapitre de l'histoire du Moyen-Orient s'ouvre. Mais les troupes ont encore du pain sur la planche. Quelques heures plus tard, des forces supplémentaires de la brigade de montagne sont arrivées à l'avant-poste, accompagnées de chasse-neige et d'un soutien logistique pour transformer la position isolée en une base que les soldats pourront utiliser pour protéger la frontière nord d'Israël. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôler le territoire. Il s'agit du message que cela envoie à tous les habitants de la région, y compris aux alliés d'Israël, à nos alliés potentiels, à nos ennemis et à tous les autres. Au milieu du chaos régional, avec l'effondrement du régime syrien, cette opération envoie un signal clair et net qu'Israël sait comment saisir une rare fenêtre d'opportunité et agir de manière intelligente, rapide et décisive. Il y a eu de nombreux jours importants dans l'histoire du Moyen-Orient, mais celui-ci se distingue parce qu'en ce jour, tout le monde peut voir que les hauteurs stratégiques du mont Hermon sont entre des mains sûres et responsables pour la première fois depuis près d'un siècle. À partir de ce point et de ce moment, nous pouvons voir l'avenir de la sécurité d'Israël prendre forme sous nos yeux. Entre-temps, des informations ont fait surface selon lesquelles de hauts responsables du régime Assad qui ont fui alors que les rebelles prenaient le contrôle de Damas se cachent dans des hôtels de la banlieue de Beyrouth sous la protection du Hezbollah. Il s'agirait notamment de membres de la famille proche d'Assad, ainsi que d'Ali Mamlouk, ancien conseiller à la sécurité nationale et homme d'affaires proche du régime. Assad, sa femme et ses enfants se trouveraient à Moscou, en Russie, après que le président Vladimir Poutine a personnellement décidé de s'emparer de l'assaillant. D'après les médias arabes, ces fuites d'Assad et des hauts responsables de son régime ont été accompagnées d'importants pots de vin versés au Hezbollah et à des responsables de la sécurité libanaise. Des appels sont déjà lancés pour qu'Assad soit traduit devant les tribunaux pénaux internationaux, mais il est peu probable que ces appels soient suivis d'effet. Mon commentaire personnel sur tout cela est qu'Assad a beaucoup de chances de s'être échappé et d'avoir trouvé refuge à Moscou. Il n'est plus d'aucune utilité pour les Russes, et même ses appels à l'aide à Moscou et à Téhéran, alors que les rebelles se rapprochèrent de Damas, ont été largement ignorés. Et il semblerait même que les Iraniens aient discrètement aidé des unités de l'armée syrienne à se rendre aux rebelles. Les avions iraniens qui se rendaient à Damas pour livrer des armes ou aider à l'évacuation de responsables du régime ont été repoussés par les avertissements israéliens. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une perte pour l'axe du mal, mais d'une défaite humiliante dont on ne peut guère se relever. Avec l'effondrement du régime Assad, l'Iran se retrouve plus isolé que jamais, tandis qu'Israël continue de consolider son statut de force dominante dans la région. Cependant, malgré les victoires militaires et les gains stratégiques réalisés par Israël, le prix à payer est élevé. Israël a perdu des centaines de soldats tués et blessés au cours d'actions, des civils tués et blessés lors d'attaques terroristes, et notre économie a subi d'énormes dommages à long terme. Sur le front sud d'Israël, un drone tiré sur Israël par les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, a touché lundi un immeuble résidentiel à Yavne, dans la banlieue de Tel Aviv.
Bien que cette attaque n'ait causé que des dégâts matériels, elle met en évidence la stratégie des Houthis, qui consiste à maintenir une pression constante sur Israël. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ne cachent pas leur intention de poursuivre leurs opérations dans les domaines maritimes et aériens en concentrant leurs efforts sur la perturbation de l'activité au niveau du portail israélien et des voies de navigation régionales. Parallèlement, Israël continue d'insister sur la nécessité d'une coopération régionale et internationale pour protéger la liberté de navigation en mer Rouge. Les responsables de la sécurité ont prévenu que la menace des Houthis nécessitait une campagne prolongée, combinant des capacités défensives avancées et des actions offensives pour perturber leurs opérations. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à informer nos téléspectateurs avec vous. À cet égard, vous pouvez nous aider en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que si vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous nous aidez vraiment à faire connaître la vérité sur Israël à un plus grand nombre de personnes. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, Tsahal renforce ses forces dans la partie nord de la bande de Gaza depuis plusieurs mois. La division de combat 162 opère à Jabalia et Beth Laria pour empêcher le renforcement du Hamas et détruire son infrastructure dans le nord de la bande de Gaza. Les forces de la brigade Givati, de l'unité 401, Kafir et Ya'alam et la brigade d'artillerie 215 opèrent en coopération, combinant l'infanterie, les blindés et les forces de feu contre les menaces et les infrastructures terroristes dans la région. Ces efforts ont permis d'affaiblir considérablement le Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. Dans le même ordre d'idées, une enquête approfondie publiée dans le New York Times soulève de sérieuses allégations concernant l'infiltration du Hamas dans les rangs de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, également connue sous le nom d'UNRWA. Selon des documents saisis par les forces de défense israéliennes lors d'opérations à Gaza, au moins 24 employés de l'organisation humanitaire dans la bande de Gaza faisaient partie des groupes terroristes du djihad islamique du Hamas, dont certains étaient même des commandants et des combattants actifs des brigades Izzadine el-Qassam, l'aile militaire du Hamas. Selon les documents, les employés, dont certains étaient directeurs adjoints et enseignants dans les écoles de l'UNRWA, étaient également impliqués dans des activités militaires, recevaient des armes et s'entraînaient à la guerre terrestre. Par exemple, Ahmad El-Ratib, directeur adjoint d'une école primaire à Gaza depuis 2013, a servi comme commandant d'escouade dans les brigades Al-Qassam et il s'est avéré qu'il possédait au moins une douzaine d'armes, y compris des fusils et des grenades. Les documents présentés dans le cadre de l'enquête comprennent également des plans militaires secrets du Hamas, dans lesquels des sites civils, y compris des écoles de l'UNRWA, sont présentés comme des cachettes pour les armes et les combattants. Selon ces documents, l'UNRWA a employé des combattants actifs du Hamas, certains même après qu'Israël les ait mis en garde. Par ailleurs, dans certains cas, des responsables et des employés soupçonnés d'activités terroristes sont restés à leur poste malgré la présence de tunnels ou d'infrastructures militaires découverts à proximité des institutions qu'ils géraient. L'UNRWA a admis qu'il était difficile de s'assurer qu'il n'y avait pas d'agents terroristes dans ses rangs, en particulier dans la bande de Gaza, où l'organisation est l'un des plus gros employeurs. À la suite de l'enquête, l'organisation a annoncé qu'elle avait suspendu certains employés et en avait renvoyé d'autres pour des vérifications supplémentaires. Philippi Lazzarani, commissaire général de l'UNRWA, a déclaré que l'organisation ne disposait pas des outils nécessaires pour mener des enquêtes de sécurité et qu'une coopération totale avec Israël était nécessaire pour obtenir des informations à ce sujet. À la suite de ces conclusions, plusieurs pays donateurs de l'UNRWA ont décidé de geler le financement de l'organisation et Israël continue d'exiger la fermeture des activités de l'organisation dans la bande de Gaza ainsi qu'en Judée et en Samarie. Sur le plan diplomatique, des progrès sont à signaler dans les négociations pour la libération des otages détenus à Gaza. Cette semaine, le journal qatari El Arabi El Jadid a rapporté que les négociations entre Israël et le Hamas en vue de la libération des otages avançaient et que le Hamas avait déjà transmis à Israël, par l'intermédiaire de médiateurs, une liste des noms des otages vivants et de leur état de santé.
Toutefois, les responsables israéliens ont démenti les affirmations du rapport et ont indiqué aux familles des otages qu'elles devaient s'appuyer sur les informations provenant des sources pertinentes. Le Hamas continue de s'accrocher à sa position concernant les noms de terroristes spécifiques qui doivent être libérés de prison en Israël dans le cadre de l'accord. En outre, selon le rapport, il semble que dans le cadre de l'accord, le Hamas planifie son maintien au pouvoir à Gaza, en exigeant notamment qu'Israël se retire complètement de la bande de Gaza. Et il y a également une demande égyptienne pour l'établissement d'un comité mixte de soutien mutuel de l'autorité palestinienne et du Hamas, ce qui, dans la pratique, revient à maintenir le Hamas au pouvoir de manière légale. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tout développement lié à l'accord sur les otages que nous voulons voir revenir en Israël très bientôt. Joignez-vous à nous pour continuer à prier pour ces otages et leurs familles. Je voudrais conclure en rendant hommage à 3 soldats qui sont tombés pour la défense de l'État d'Israël cette semaine. Les noms de ces soldats tués lors de combats dans le nord de la bande de Gaza ont été autorisés à être publiés. Le sergent-chef Idon Zanou, âgé de 20 ans, originaire de Yehoud Monosson, infirmier de combat dans le bataillon Shaked de la brigade Givati. Sergeant-chef Barak Daniel Halperin, 19 ans, de Kiryat Uno, commandant d'escouade dans le bataillon Shaked. Le sergent Omri Cohen, 19 ans, d'Ashdod, du bataillon Sheikht. Au cours du même incident, un combattant de l'unité Skyrotor du corps d'artillerie et un soldat de réserve du bataillon Sheikht ont été grièvement blessés et une vingtaine d'autres ont été légèrement blessés. Leurs familles ont été informées et simultanément, nous avons vécu une tragédie au Liban. Tsahal a autorisé la publication lundi des noms de 4 soldats du 9263e bataillon de réserve des parachutistes qui ont été tués dans un accident opérationnel au cours d'une activité dans le secteur occidental du sud Liban. Il s'agit du major de réserve Evgeny Zinereshin, âgé de 43 ans, originaire de Ziron Yaakov, commandant de compagnie dans le bataillon d'infanterie de montagne 9263 de la 226e brigade. Le capitaine de réserve Shagi Yaakov Rubenstein, 31 ans, de Lavi, commandant de section au bataillon d'infanterie de montagne 9263 de la 226e brigade. Sergent-chef de réserve Binyamin Destau Negoz, âgé de 28 ans, originaire de Bet-Shemesh, combattant dans le bataillon d'infanterie de montagne 9263 de la 226e brigade. Le sergent de première classe dans la réserve Erez Ben Ephraim, 25 ans, de Ramat Gan, combattant dans le bataillon d'infanterie de montagne 9263 de la 226e brigade. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les forces de Tsahal au Liban ont continué à fouiller la zone qu'elles ont capturée près de la frontière dans le but de localiser les infrastructures terroristes du Hezbollah et de les détruire. Au cours de leurs opérations, les forces ont découvert des puits et des tunnels, des dépôts d'armes, des lance-roquettes, des missiles anti-chars et d'autres armes. Tsahal continue d'enquêter sur les événements qui ont conduit à ces dernières pertes et assurera un rapport complet sur les résultats de l'enquête lorsqu'elle sera terminée. Mais avant même que ces rapports ne soient publiés, nous sommes de tout cœur avec les familles de ceux qui ont été tués et blessés au combat. Continuez donc à prier pour Israël, priez pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se battent, que ce soit au Liban, dans la bande de Gaza, en Syrie, en Judée et Samarie ou ailleurs. Priez pour la paix des otages à Gaza, afin qu'ils rentrent bientôt chez eux en bonnes conditions, en bonne santé, physiquement et mentalement. Prions pour les habitants du Nord qui ont encore peur de rentrer chez eux et de reprendre leur vie normale. Priez pour la paix en Israël et le plus important, n'oubliez pas de prier pour la paix de Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre car Dieu est de notre côté.